Donc la séance est reprise. Nous en étions à l'amendement 366. Monsieur Letchimy, vous avez la parole. Oui, Madame la Présidente, merci. Je voudrais, avant de commencer à présenter mon amendement, si vous permettez, faire une petite mise au point au titre d'un rappel au règlement, parce que je suis assez étonné d'entendre l'opposition dire presque systématiquement qu'ils n'ont pas bénéficié de prise en compte d'amendements. Les renseignements que j'ai, c'est que l'opposition a quand même, à la fois dans la commission, mais aussi au titre de l'article 88, bénéficié d'amendements qui ont été retenus et intégrés dans le texte. Oui, c'est très important de le dire. Si on laisse à l'opinion publique croire que c'est une majorité sectaire qui n'accepte aucun amendement, c'est pas bon du tout. C'est pas le cas. Vous avez une quinzaine d'amendements, il faut donner le chiffre, à la fin de la commission au titre de l'article 88, qui ont été intégrés. Donc il fallait le dire. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que le texte qui est présenté en plénière, c'est un texte qui contient les amendements de l'opposition. Donc ça, c'est très important. Madame la Présidente, donc, sur concernant... le 366. Sur le 360, vous savez, nous avons actuellement un taux de croissance de la demande en énergie qui est de l'ordre de 5 à 7% an. Et si nous continuons comme ça, les investissements à faire pour l'outre-mer sont des investissements énormes et financièrement insupportables. Pardon ? Oui, je ne sais pas. Je dis clairement que la demande est très forte. Et deuxièmement, nous sommes dépendants à 97% de l'énergie fossile. Et pour trouver des systèmes d'énergie renouvelable, on peut dire assez facilement qu'il s'agit de pays bénis par le soleil, l'air et le vent, et qu'à la limite, on peut tout trouver facile. Mais bien entendu qu'on peut faire dans l'éolien, on peut faire dans le solaire. Mais nous avons subi il y a 2 ans un arrêt brutal du solaire en matière de politique d'investissement qui a fait qu'on a pris un retard considérable. Et qu'à ce jour, aujourd'hui, c'est l'efficacité énergétique, c'est la réduction de la consommation qui est fondamentale pour nous permettre de tenir l'équilibre. C'est pour ça que je présente un amendement, Madame la Présidente, pour, au-delà du chauffage lui-même, au-delà de l'électricité, il faut parler de refroidissement, parce que nous ne sommes pas dans la même dynamique. Tout le monde peut comprendre cela. Il s'agit de confort thermique et il s'agit de besoin de froid, pas à la fois, bien entendu, pour les résidences et les maisons, mais aussi pour les entreprises demain. Merci, monsieur le député. Monsieur le rapporteur, sur le 366. Oui, monsieur le député, je souhaiterais vous démontrer que votre préoccupation est satisfaite. Je m'explique. Lorsqu'on détaille, pas du tout. Lorsqu'on détaille le mode de chauffage, on renvoie au type d'énergie. Lorsqu'on détaille le mode de production des chaudes, on renvoie au type d'énergie. Par contre, lorsqu'on définit le volume de base au titre des biens essentiels, on parle de l'électricité par exemple, et dans l'électricité, on intègre effectivement la climatisation, puisqu'on a bien une approche localisée de détermination des avantages et contraintes climatiques. Je l'ai dit depuis le début de ce débat, ça porte autant sur le très froid que sur le très chaud. Et donc, comme c'est l'électricité qui est la réponse généralement pour ce qui est de la climatisation, c'est pris en compte dans les besoins essentiels, notamment pour faire face aux climats qui sont parfois caniculaires. Voilà. Donc, c'est pour la raison pour laquelle je souhaiterais, monsieur le député, que vous acceptiez de retirer votre amendement, parce qu'il est effectivement satisfait et ça va mieux en le disant. Madame la ministre. Oui, je pense que la réponse du rapporteur est très claire. Moi, j'insiste aussi sur le fait que dans le décret, nous y veillerons tout particulièrement. Je voulais aussi, en réponse à Serge Letchimy, indiquer que la situation d'approvisionnement énergétique des territoires d'outre-mer est une des préoccupations majeures du gouvernement. Vous avez raison de souligner le retard en matière d'énergie renouvelable, avec les à-coups successifs liés aussi à ce qu'a été la politique du précédent gouvernement, avec des effets de stop and go. Lorsque le solaire a été lancé, ça a stoppé l'éolien et on a eu au final quand même un grand retard. Il y a dans la proposition de loi de François Brottes des amendements que le gouvernement proposera, notamment pour soutenir le développement de l'éolien dans les territoires d'outre-mer. Je travaille aussi aujourd'hui avec mes services à la relance d'un certain nombre de projets, ou en tout cas à chercher à apporter des solutions, par exemple sur la question de la géothermie, où une installation existe à Bouillante et qui n'est pas suffisant, on n'en tire pas suffisamment profit. Il y a aussi le développement des énergies marines d'un certain type qui se mettent en place. Moi, je souhaite qu'on puisse travailler avec tous les élus
des territoires d'outre-mer dans le cadre du débat sur la transition énergétique pour vraiment mettre en place toutes les mesures nécessaires pour qu'on, peut-être pas parvenir tout de suite à l'autonomie énergétique, mais qu'on aille dans cette direction d'une meilleure sécurité d'approvisionnement des territoires d'outre-mer, ce qui est une question déterminante. Merci Madame la Ministre. Monsieur le député, vous retirez votre amendement? Oui, bien entendu, parce que bien entendu, c'est pas bien sûr, c'est bien entendu simplement parce que j'ai entendu le rapporteur, mais aussi j'ai entendu la ministre qui s'est engagée. Je voulais simplement préciser qu'il ne s'agit pas seulement de climatisation, parce que c'est réducteur, il s'agit aussi de confort thermique. Le confort thermique passe par la sobriété énergétique, y compris des travaux concernant les systèmes de ventilation, parce que toutes les maisons ne peuvent pas bénéficier de climatisation. Je retire mon amendement. Donc il est retiré. Monsieur Hert. Oui, nous venons d'assister à un moment très fort. Monsieur Hert, vous le reprenez, l'amendement? Je le reprends. Le débat a eu lieu. Donc, vous le reprenez, on passe au vote. Je veux répondre à la ministre. Je mets le 366 au vote. Le débat a déjà eu lieu. Je vous remercie. Donc, qui est pour le 366? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Amendement en discussion commune. Monsieur Le Fur, le 275. Merci, Madame la Présidente. Oui, j'ai la conviction que les Français ne vont pas comprendre votre texte. Et au-delà, ça va poser un autre problème, Monsieur le rapporteur. C'est que va s'accréditer dans l'opinion une idée qui, à mon avis, est malsaine, que les textes environnementaux, c'est fait pour embêter les gens, que vous pratiquiez l'environnement punitif. Et ça, c'est mauvais pour la France qu'une telle idée s'accrédite. Et un texte comme le vôtre va contribuer à accréditer cette idée. Et en plus, vous allez accréditer l'idée qu'on génère des injustices. Et je vais vous en faire la démonstration. Il faut absolument que nous prenions en compte, dans ce fameux alinéa 7, la taille des maisons. Parce que vous avez des gens qui, au terme de leur vie, habitent une maison assez grande, qu'ils ont achetée à l'époque où ils élevaient leurs enfants. Et puis les enfants sont partis. Et puis le monsieur n'est plus là, il est décédé. Et la dame se retrouve seule, veuve, confrontée à un foncier qui est lourd, à une taxe d'habitation qui est lourde, confronté, vous pourriez peut-être nous le dire tout à l'heure, à la suppression de la demi-part. Et je crois que nous avons fait une erreur, effectivement, dans le mandat précédent en supprimant la demi-part des veuves. Mais vous allez rajouter une difficulté. Vous allez rajouter une difficulté, Monsieur Brotte. Cette dame, elle va payer le malus. Parce que pour se chauffer, elle habite sa maison, elle la quitte rarement pour aller un peu au marché, pour aller faire quelques courses. Mais l'essentiel du temps, elle est chez elle. Et donc elle doit se chauffer. Et elle arrive à un âge certain qui exige quelques calories. Eh bien, il faut absolument, dans cette perspective, qu'on tienne compte de la taille de la maison. C'est pour ça que nous devons adopter cet amendement, qui est un amendement de bon sens, et que les veufs et les veuves comprendront parfaitement. Merci, monsieur le député. Monsieur le rapport, attendez, discussion commune? On va faire la discussion commune, le 118 de Monsieur Fasquelle, s'il vous plaît. Oui, c'est un amendement que nous avons déposé avec Madame de la Raudière et qui va dans le même sens que celui déposé par notre collègue Marc Le Fur. Et c'est pour éviter une fois de plus une injustice, puisque vous ne prenez pas en compte la surface du logement pour calculer l'énergie dont chacun est censé avoir besoin, les besoins essentiels. On en a parlé un peu plus tôt. Mais comment définir les besoins essentiels quand on va traiter de la même façon un logement de 50 mètres carrés, de 60 mètres carrés, de 150 mètres carrés? C'est absurde. Donc définissez, faites un rapport entre la quantité d'énergie et le nombre de mètres carrés, et là vous aurez un système qui sera juste. Donc une fois de plus, c'est un amendement qui va dans le bon sens, ce n'est pas un amendement pour vous embêter, c'est un amendement uniquement pour prendre en compte des situations concrètes comme celle exposée par notre collègue Marc Le Fur. C'est un amendement de bon sens, un amendement qui devrait vous satisfaire. Donc on a un amendement depuis 16 heures. On espère qu'à 1h35, on aura la chance de voir enfin un deuxième amendement, voire recevoir un avis favorable de la part du rapporteur. Merci, monsieur le député. Le 378 n'est pas défendu. Monsieur le rapporteur, sur les deux amendements, 275-118. Oui, ce qui est punitif, monsieur le député Le Fur, c'est l'accroissement incessant des prix du gaz ou des prix de l'électricité. Ce qui est punitif, c'est que, par exemple, le gouvernement que vous avez soutenu avait mis sous le tapis
les augmentations du gaz pour qu'ensuite on se dépatouille comme on peut avec des décisions de justice qui imposent une augmentation. Il ne faut pas cacher la vérité aux gens. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation extravagante en matière de consommation d'énergie qui nous coûte de plus en plus cher. Il faut inverser la tendance, y compris pour cette dame que vous connaissez bien. Il faut que nous ayons une impulsion forte pour diminuer globalement la consommation, parce que c'est comme cela que nous réduirons la facture énergétique et du pays et de l'ensemble de la population. Il faut l'expliquer à cette dame que nous avons tous intérêt à agir dans l'économie d'énergie, parce que c'est comme ça que demain, les coûts seront inférieurs à aujourd'hui et qu'on ne mettra pas sous le tapis des augmentations comme ça a pu être fait. Et je pense que cette dame, quel que soit son âge, elle est tout à fait en capacité de comprendre cela. Alors bien sûr qu'il y a des ménages qui vivent à 5 dans 40 mètres carrés et il y a des gens seuls qui vivent seuls dans 150 ou 200 mètres carrés. C'est le fait de l'histoire et de ce point de vue-là, vous avez raison, ce cas existe. Je crois savoir que sans attendre la mise en place d'un signal bonus-malus, et je rappelle qu'on parle de quelques dizaines d'euros, la facture par an, la facture qui augmente, c'est tout à fait autre chose. Je crois savoir que cette dame que vous connaissez bien, que je n'ai pas encore l'honneur de connaître, mais j'en connais quelques autres, elle ne chauffe pas à la même température l'intégralité de sa maison. D'abord parce qu'elle ne vit pas la journée dans toutes les pièces. Vous le savez, vous la connaissez, et je suis sûr qu'elle vous l'a expliqué. Par ailleurs, et donc ça ne changera pas, elle continuera à chauffer l'endroit où elle vit. C'est vrai que si elle devait rester assise dans son fauteuil dans toutes les pièces de la maison, ça va être compliqué et ça, on va le lui déconseiller. Si cette dame que vous connaissez mieux que moi est en dessous des minima sociaux, puisque vous aviez l'air de dire qu'elle était extrêmement pauvre, en grande difficulté, eh bien grâce à nous, elle sera dans les 4 200 000 ménages enfin éligibles aux tarifs sociaux, alors que jusqu'avant, elle était exclue parce que son minima social n'était pas reconnu. Si elle n'est pas aux tarifs sociaux et qu'elle a un certain âge, vous aurez noté que le rapporteur a considéré qu'il fallait envisager le cas des personnes très âgées qui ont effectivement besoin de se chauffer un peu plus que d'autres. Et donc, tout ça pour dire que non seulement on a pris en compte votre préoccupation pour cette dame que vous connaissez bien, mais qu'en plus, le bon sens a déjà fait une forme de régulation dans son comportement à l'intérieur de ce domicile et que le bonus-malus de ce point de vue-là ne sera pas pénalisant pour elle. Merci Madame la Ministre sur ces deux amendements. Même avis. Je mets aux voix l'amendement 275 qui est pour, qui est contre. Il n'est pas adopté. 118, même vote. Il n'est pas adopté. Amendement identique. Monsieur Le Fur, 276, il est défendu ? Merci Madame la Présidente. Oui, je crois également que nous devons tenir compte de l'année de la construction de la maison. Le patrimoine, il est divers. Dans nos secteurs ruraux en particulier, ce patrimoine, il comporte des maisons qui datent bien évidemment du siècle dernier, voire du XIXe siècle, et on ne traite pas ces maisons de la même façon. Nous avons d'ailleurs tout intérêt à ce que ce patrimoine continue à être habité. Il vaut mieux qu'on habite dans les centres comportant ce type de maisons plutôt que de construire des boîtes à chaussures autour de nos villages. Donc sachons conserver ce patrimoine et sachons aussi tenir compte des particularités thermiques de ce patrimoine. Il faut tenir compte des réalités, monsieur le rapporteur. Cette loi, elle portera votre nom et j'ai beaucoup d'estime pour vous et j'espère qu'elle ne sera pas trop mal ressentie, qu'elle ne sera pas un mauvais souvenir pour les Français. C'est pour cela qu'il faut que nous sachions au moins l'améliorer, ne serait-ce qu'à la marge. Tenez compte de l'âge du patrimoine, monsieur le rapporteur. Ça nous semble indispensable. Merci, monsieur le député. Monsieur Pancher, le 280, il est défendu. Monsieur le rapporteur, votre avis sur ces deux amendements identiques ? Oui, monsieur Le Fur, je suis très sensible à la manière dont vous considérez ce texte et l'action que nous menons avec le groupe socialiste, mais en aucun cas, l'âge de la maison n'est une indication. En aucun cas, l'âge de la maison n'est une indication. L'indication, c'est effectivement le diagnostic de performance énergétique. On l'a dit tout à l'heure, on en a mesuré les écueils. Madame la ministre nous a indiqué qu'un travail significatif et conséquent allait être mis en œuvre. Mais pourquoi je dis l'âge n'est pas une disposition qui traduit convenablement ce que vous voulez évoquer. Moi, je connais un secteur dans le département de l'Isère, que certains connaissent ici, où il y a des maisons qui sont bâties en pisé, autrement dit en terre, et qui ont des caractéristiques d'isolation thermique remarquables. Et pourtant, elles sont extrêmement anciennes. Donc c'est pour ça que l'âge de la maison, en aucun cas, ne signifie mauvaise ou meilleure isolation. Donc, avis du rapporteur. Madame la ministre ?
J'ignore si le rapporteur faisait référence aux belles maisons de Chartreuse, mais en effet, une maison construite en 1975 qui a fait l'objet de travaux de rénovation thermique peut être tout à fait mieux isolée qu'une maison construite en 1998 ou même en 2003 ou même en 2004. Donc cet amendement n'a pas de sens, même avis que le rapporteur. Monsieur Sadier. Merci Madame la Présidente. Moi je voudrais demander à Monsieur Brotte s'il connaît la surface de ces maisons en terre qui sont dans l'Isère. Parce que certes les constructions ne jouent pas, mais je reviens sur l'amendement précédent. En fonction de la surface, il est évident, et je ne vois pas comment vous pourrez faire croire aux Françaises et aux Français qui vont se réveiller demain matin, c'est un petit peu le même coup de bambou. D'ailleurs c'est l'heure, hein. C'est exactement la même heure. Sur l'amendement des logements sociaux à 1500 habitants, je ne vois pas comment on va se réveiller demain matin et qu'on va pouvoir expliquer aux Françaises et aux Français, et ce n'est pas la peine parce que la ministre m'a très très bien répondu, et d'ailleurs elle a dit qu'elle allait engager une réflexion pour aider les villes-centres, dont vous faites partie, qui supportent, vous le savez très bien, toutes les infrastructures publiques que les autres ne veulent pas supporter, et j'ai vu les têtes, y compris sur vos bancs, qui faisaient comme ça. Mon amendement va arranger beaucoup de monde. Je répondais à l'interpellation de monsieur le rapporteur, Madame la Présidente. Voilà, mais demain matin, pour revenir à l'amendement, effectivement, les Françaises et les Français vont se réveiller avec un texte qui sera inapplicable. Alors c'est ce qui nous rassure, parce qu'on a bien compris que ce texte ne sera jamais applicable dans la réalité. Mais on va se réveiller en faisant croire aux Françaises et aux Français qu'on va gérer la tarification progressive de l'énergie demain sans prendre en compte la surface de l'habitation. Franchement, encore une fois, ce texte sera inapplicable. Merci, monsieur le député. Je mets aux voix donc les 276, 280 identiques. Qui est pour? Qui est contre? Ils ne sont pas adoptés. Le 241 n'est pas défendu. Monsieur Tardy, le 58. Oui, la question de la définition du zonage est importante. On a déjà beaucoup parlé de cela en commission, mais sans trouver de solution. La difficulté va être extrême et on ne peut pas se contenter de la formulation actuelle inscrite dans la loi qui est minimale. De plus, il est important sur une question aussi sensible que les collectivités locales soient consultées, et encore mieux qu'une consultation ouverte soit lancée. Faute d'associer un maximum de personnes, la légitimité de ce zonage va être remise en cause avec des contentieux en série. On ne perd jamais, mes collègues, de temps à consulter en amont, surtout quand on est sur une question aussi sensible. C'est l'objet de mon amendement. Merci, monsieur le député. Monsieur le rapporteur, sur le 58. Oui, moi je veux rassurer monsieur Tardy, c'est Météo France qui est une institution publique qui fait un travail significatif, qui a un certain nombre de capteurs partout sur le territoire, qui donnera les mesures objectives. Il n'y a pas une espèce d'avis comme ça au doigt mouillé. Voilà, nous avons les moyens aujourd'hui d'avoir une répartition sur le territoire qui nous donnera une meilleure définition que ça n'est le cas pour la RT 2012 qui est sur des grandes zones, On va se rapprocher de la localité beaucoup plus que ça n'était le cas jusqu'à présent. Voilà, je pense que chacun l'a bien compris. Donc, c'est pas un avis là, c'est un fait défavorable. Merci, madame la ministre. Même avis. Monsieur Sadier. Oui, Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur, je suis passionné de météo comme vous. On est en montagne, au bord de la mer, ça varie tellement. Vous faites référence depuis le début, y compris en commission, au réseau de Météo France, en disant que c'est grâce à ceci que vous allez avoir une approche communale. Mais en fait, c'est faux, vous le savez bien. Puisque dans les réseaux de Météo France, vous avez deux types. Vous avez les observateurs météo et vous avez les stations officielles qui font partie du réseau dit Radome, qui sont les seuls météos. Voilà. Il se trouve que je suis président d'une des rares associations départementales de Météo France, l'association de Haute-Savoie. Voilà. Et donc, il y a certes des observateurs, non pas maintenant plus dans chaque commune, mais allez, on va dire que dans chaque canton, on peut en trouver. Par contre, il y a... oui, mais celles-ci, elles ne sont pas officielles, et vous ne pourrez pas tenir compte de celles-ci. Il y a par contre, dans les départements, que 4 ou 5 stations dites Radome qui sont les stations officielles. Et c'est sur celles-ci que vous devrez vous baser. Donc en fait, vous pouvez nous ramener à toutes les sauces, les RT 2012, en nous expliquant que c'est mieux qu'avant. On ne cessera de vous dire qu'avec les RT 2012, il n'y avait pas de malus. Mais en ce qui concerne on n'arrivera pas à se mettre d'accord. En ce qui concerne les stations météo, je m'excuse, monsieur le rapporteur, et vous le savez très bien, vous n'aurez pas une approche aussi serrée que celle que vous affirmez, et en tout cas pas à l'échelle communale. C'est pour ça qu'il y aura sur un bassin très serré une différence et des variantes extrêmement fortes. On aura cessé de le dire, on n'est pas entendu,
eh bien rendez-vous au moment de l'application, car je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais ce texte sera inapplicable sur le terrain. Merci, monsieur le député. Non, monsieur Fasquelle, je pense que sur le 58, l'Assemblée est suffisamment informée. Rapidement. Non, très rapidement, c'est une précision que je demandais au rapporteur et je pense qu'elle nous sera à tous utile parce qu'il a fait à plusieurs reprises référence à l'échelle de la commune. Or, moi, dans le texte, je vois la location géographique de la résidence principale. Donc, comment le texte va s'appliquer à l'échelle des communes ou à l'échelle ou à une échelle plus grande? Et ensuite, s'il y a un système de compensation bonus-malus. Alors, vous nous avez expliqué en commission qu'il fonctionnerait différemment pour le gaz et pour l'électricité. Donc, ça veut dire qu'on aura un bonus-malus sur notre facture de gaz, un bonus-malus sur notre facture d'électricité. Mais ce système, est-ce que vous entendez également le faire fonctionner de la même façon à l'échelle de chaque zone géographique ou à l'échelle de l'ensemble du territoire national, y compris d'ailleurs les territoires d'outre-mer? Enfin, c'est des questions très concrètes auxquelles je voudrais avoir des réponses. Monsieur le rapporteur. Je pense que M. Fasquelle souhaite que nous continuions dans la durée le débat en répétant les mêmes choses. Un volume de base sera affecté à chaque ménage en fonction de la localisation géographique de son domicile, en fonction de la composition familiale déclarée au sein du foyer fiscal et en fonction du mode de chauffage. Point barre. Ce n'est pas plus compliqué que ça pour l'ensemble du territoire métropolitain et outre-mer. Il n'y a pas d'autres pratiques qui seront proposées. Donc, la localisation géographique de quelqu'un, on a toujours une adresse avec un code postal communal. Voilà. Enfin, à moins qu'il y ait des gens qui habitent en dehors des communes. Mais à ce moment-là, ils sont à l'étranger et ils ne sont pas concernés par le texte. Donc, comme le texte est d'application sur l'ensemble du territoire, c'est la commune qui est la cellule de base qui sert d'adresse. Voilà. Bien, on va passer au vote sur l'amendement 58, je pense, qui est avis défavorable du rapporteur et du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Monsieur Tardy, amendement 59, il est défendu? Non, elle n'est pas défendue, Madame la Présidente. Je vous en prie. Je souhaite, avec cet amendement, revenir sur la question des différents modes de chauffage. Nombre de logements ont plusieurs modes de chauffage. On peut avoir des chauffages électriques qui ne sont qu'un appoint, sans que l'on puisse mesurer leur importance par rapport aux autres modes de chauffage. En milieu rural, on trouve des poêles à bois dans la pièce à vivre et on ne chauffe les chambres que juste avant d'aller se coucher. Ailleurs, on a un chauffage au fioul pour une partie de la maison. Et quand on a aménagé les combles, le plus simple était d'y mettre un chauffage électrique. Comment, à partir de situations de fait aussi difficiles à cerner, calculer les volumes de base quand le dispositif ne prend en compte que certaines énergies? On ne peut pas se contenter de parler du mode de chauffage quand la situation est si complexe. On doit s'efforcer, avec un dispositif comme celui-ci, de coller au plus près de la réalité. Certes, cela complexifie grandement le dispositif, mais c'est justement son gros problème. S'il est simple, ce dispositif, il est injuste. S'il veut être juste, il est tellement complexe qu'il est inapplicable. Malheureusement, pour vous, Monsieur Brottes, nous n'avons pas trop de mal à produire des démonstrations de l'absurdité de ce dispositif. Monsieur le rapporteur, sur le 59. Monsieur Tardy a raison. Et lorsque Monsieur Tardy nous aide à cerner simplement le complexe, je donne un avis favorable à son amendement. Merci. Madame la ministre? Même avis. Je passe au vote sur le 59. 59, qui est pour? Avis favorable du gouvernement. Qui est contre? Il est adopté.